reprendre avec cette seconde table ronde sur les freins au changement. Donc vous le savez, ce colloque est un colloque sur la déplastification. Il n'y a pas de présence de l'industrie plastique, de l'industrie chimique, de l'industrie agroalimentaire qui utilise du plastique. Nous sommes ici entre gens convaincus que le plastique est un fléau dont il faut progressivement se débarrasser. Mais nous souhaitions, à travers cette petite vidéo introductive, néanmoins, laisser la parole au lobby plastique. Je donne la parole à Plastic Europe. Ces deux gouttes de pétrole se ressemblent, mais elles avons mené des vies très différentes. Cette goutte-ci veut devenir de l'énergie pour aider les gens à alimenter leurs ordinateurs, chauffer leur maison et mettre du carburant dans leur voiture. Là, vous la voyez là? Vous ne la voyez plus. Toute son énergie a été utilisée. Eh bien, ça n'a pas duré longtemps. Sa copine, elle, va devenir du plastique. Et ça en fait quelqu'un de spécial. Que 5% du pétrole environ est utilisé pour la fabrication du plastique. Ça représente très peu de gouttes. Cette goutte a un grand avenir devant elle. Elle ne sait pas encore comment elle rendra service aux gens. Elle peut tout faire. Alimenter longtemps les maisons en eau grâce à des canalisations rigides. Exploiter au mieux l'énergie renouvelable en devenant une éolienne géante. Garder la chaleur des bâtiments en les isolant. Ou sauver des vies grâce aux cathéters qu'utilisent les médecins. Devenir une bouteille de lait en plastique? Excellent choix! Ça ne paraît pas, mais parce qu'elle est très légère, on peut transporter beaucoup plus de bouteilles en un seul voyage que si on utilisait des bouteilles plus lourdes. En fait, ça veut dire qu'en mettant tellement plus de bouteilles dans un camion, là où on avait besoin de 2 camions, on n'en a plus besoin que d'un. Un camion de moins sur la route grâce au plastique. Les plastiques servent aussi à protéger. Moins de bouteilles cassées, moins de lait gâché. Ce plastique a une vie plutôt intéressante jusqu'ici. Attendez, on dirait qu'il veut encore être utile. Eh bien, il peut être collecté pour être réutilisé. Les bouteilles sont broyées en tout petits morceaux, qui ensuite peuvent servir à faire de nouvelles bouteilles. Après être devenu bouteille plusieurs fois, peut-être qu'il sera un cajot pour transporter les bouteilles. Mais à un moment, notre plastique recyclable arrivera à la fin de sa vie de produit. Mais il n'a pas encore fini d'être utile. Il a toujours cette goutte de pétrole en lui quelque part, et son énergie peut être récupérée. En l'utilisant comme combustible pour l'industrie, ou pour produire de l'électricité à la place d'autres combustibles. Cette goutte de pétrole ne nous a pas vraiment servi à fabriquer du plastique. En fait, nous l'avons juste emprunté pendant un temps. Je parie que cette autre goutte de pétrole ne se sent pas bien maligne là. Le plastique nous change la vie. Il nous apporte beaucoup pour presque rien. Juste un tout petit peu de pétrole et d'attention dans notre façon d'utiliser les produits. Utilisé à bon escient, le plastique permet d'économiser de l'eau, de l'énergie, de l'argent et du temps, et de préserver les ressources naturelles et notre environnement. Le réutiliser, le recycler, et enfin, le valoriser. Le plastique a trop de valeur pour qu'on le jette. Donc le plastique, c'est fantastique. Vous l'avez, j'imagine, longtemps entendu. Le plastique préserve l'environnement. Ça a été dit dans cette vidéo. Donc pour discuter des freins au changement et notamment du rôle des lobbies de l'industrie plastique, j'accueille 4 intervenantes et intervenants dans cette table ronde. Dorothée Moisan, qui est journaliste indépendante, spécialiste des questions climatiques et environnementales et autrice du livre Les plastiqueurs, enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent, voilà, publié chez Kalman Levy. Voilà, et que vous pouvez trouver en sortant du colloque à la librairie Actes Sud. Je vais accueillir également Philippe Inuc, que vous avez vu, qui est chargé du dialogue avec les entreprises à la Surfrider Foundation Europe, et avec qui nous menons un combat actuellement contre Danone. Pierre-Ange Giudicelli, qui est le fondateur d'une association basée en Corse qui s'appelle Mare Vivo, qui lutte contre la pollution plastique sur l'île de Beauté. Et pour rester en Méditerranée, Bruno Dumontet, qui est le fondateur et le directeur d'une autre association qui s'appelle Expédition Med, qui fait des activités de recherche et de sensibilisation sur la pollution plastique en Méditerranée également,
et qui évoquera la question des pays du sud, de la rive sud de la Méditerranée. Je vais débuter par vous, Dorothée. Donc vous avez publié il y a maintenant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, cette remarquable enquête sur les plastiqueurs, hein, ces industriels qui nous empoisonnent. Et donc on a vu à travers ce petit film, hein, quelle est la position de l'industrie plastique en faveur de leurs produits, qui préservent encore une fois l'environnement, pour reprendre leurs mots. À partir de l'enquête que vous avez réalisée, de ce travail considérable, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel rôle ont joué et jouent encore les industriels pour continuer à nous empoisonner avec le plastique et pour finalement freiner cette trajectoire de déplastification? Alors déjà, merci de m'accueillir ici à Arles, parce que je viens de Bretagne, donc j'ai pris un petit peu de temps pour arriver jusqu'à vous. Et j'ai utilisé les petites gouttes qu'on a vues, qui étaient là. Alors sincèrement, déjà merci, parce que moi je ne la connaissais pas. Donc Plastics Europe, c'est le lobby européen du plastique. Hein, il y a des Américains, il y a tout le monde dedans. Hein. Il y a Total, il y a Exxon, enfin il y a tout le monde, mais c'est Plastics Europe, c'est le lobby qui va intervenir à Bruxelles notamment, etc. Je ne connaissais pas ce petit film, que je trouve assez fantastique, vraiment. Et en fait, c'est exactement ce que je voulais vous dire là. On a vu, il y avait 2 petites gouttes jaunes, très souriantes, et on nous explique bien qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, il y en a une qu'en fait, elle est plus sympa que l'autre. Il y en a une, elle fait que de l'énergie. Il y en a une, elle fait du plastique. Elle fait de la bouteille de lait, elle fait des éoliennes, enfin, elle est vraiment super. Et après, elle fait de l'énergie. Donc celle-là, elle est méga forte, et sincèrement, elle a un petit sourire et un petit reflet qui fait qu'elle est encore mieux. Et ben voilà. Pourquoi est-ce que les pétrochimistes, hein, puisque ceux qui font du plastique, c'est ceux qui font du pétrole, du gaz naturel, c'est toujours joli, gaz naturel et du charbon, et qui donnent effectivement du plastique. Et ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas s'arrêter demain, ni même après-demain? Je suis désolée pour ça. C'est parce que le plastique aujourd'hui, c'est la planche de salut, de la pétrochimie. C'est leur nouveau débouché. Parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'avec les émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique, etc., il y aura de moins en moins de voitures thermiques. Bon, on n'y est pas encore tout à fait, mais enfin, c'est le chemin vers lequel on va. Et donc, le pétrole aujourd'hui, alors je vais prendre majoritairement le pétrole, mais on est sur le gaz naturel aussi et le charbon. Le pétrole aujourd'hui, c'est à peu près 70% du plastique. On n'a pas de chiffre exact, mais c'est autour de ça, donc je vous dis ça qui donne une idée un peu plus précise. Et donc, le coup d'après, c'est le plastique, en fait. Est-ce que, alors je ne sais pas si par levée de main dans l'assistance, que je ne vois pas très bien, est-ce que vous savez, dans un baril de pétrole aujourd'hui, combien de pourcentage de ce baril, à peu près, donne du plastique? Une idée? 5%? Ouais. C'est 5-10%. On va dire 10%. Il y a aussi les engrais, etc., mais c'est autour de 10%. Et ben aujourd'hui, l'industrie, elle se dit, ouais, mais on aimerait faire un peu plus. Du coup, dans une raffinerie à Singapour, on est à 40%. Et puis on travaille notamment, Saudi Aramco, en Arabie Saoudite, avec l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies renouvelables, à passer à un chiffre qui est de 70 à 80%. Donc voilà, donc ça veut dire que pourquoi est-ce que c'est pas fini le plastique? Parce que l'industrie a bien compris que c'était indispensable pour elle. Alors dans les techniques effectivement qui sont mises en place pour nous vendre toujours plus de plastique, bah, y a ça. Vous avez vu une façon de présenter les choses en fait qui est assez intéressante. Il faut savoir que les cabinets de communication de la pétrochimie, c'est les mêmes cabinets de communication que le tabac, que les énergies fossiles tout court. Et en fait, ils ont les mêmes techniques, les mêmes cabinets, les mêmes lobbyistes qui vont à Bruxelles ou aux États-Unis, etc. Donc, on a des techniques qui sont un petit peu renseignées aujourd'hui, parce qu'il y a encore 70 ans, avec le tabac, on ne comprenait pas trop, on ne connaissait pas trop. Maintenant, elles sont vraiment connues de partout. Et ça se base notamment aux États-Unis, on a tendance à le définir sous 3 lettres, les 3D. Deny, delay, deflect. Alors en français, ça ne marche pas les 3D, mais ça vous donne en gros nier l'existence d'un danger. Delay, retarder le plus possible une quelconque réglementation. On a vu Justine tout à l'heure qui vous parlait de Bruxelles, etc. Et ben elle travaille contre ces gens qui sont en train d'essayer de repousser sans cesse les réglementations. Et deflect, faire diversion. On essaye de détourner l'attention, puis de vous montrer qu'en fait, tout va bien, et qu'au contraire, c'est super. Il y a des éoliennes, donc le plastique, c'est sympa. Et là-dessus, il y a un petit point, justement, je voulais prendre un petit exemple. C'était le BPA.
Le bisphénol A, tout à l'heure Angèle Préville a parlé effectivement des bisphénols. Alors on sait aujourd'hui, quand on vous parle de la chute, la dégringolade de la fertilité en France, et pas que, hein, parce qu'en France on a l'impression que c'est que parce qu'on ne veut pas faire des bébés, mais effectivement il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres petites choses qui rentrent en ligne de mire, et notamment la chimie, notamment les bisphénols et les phtalates. Il y en a beaucoup, mais notamment ceux-là sont des perturbateurs endocriniens qui simulent effectivement le fonctionnement des hormones et qui perdent un petit peu votre corps en fait, sur la façon dont il doit fonctionner. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la chute de la fertilité fait que d'ici 2045, messieurs, la quantité de sperme dans vos spermatozoïdes pourrait arriver dans un chiffre médian de 0. Donc, c'est-à-dire 50% des hommes qu'on auront encore et 50% qu'on n'auront pas. On part sur les hommes occidentaux. Ceux qui ont plus accès au plastique, même si on a vu plein de choses. Donc du coup, on sait que le bisphénol A notamment est quelque chose d'extrêmement dangereux pour ces questions-là. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà, je ne sais pas s'il y a des parents, ont fait attention à acheter notamment des biberons sans BPA? J'imagine, oui, hein, je pense que ça vous a... Alors par contre, je suis désolée parce que j'ai peut-être pas la meilleure nouvelle pour vous. Peut-être que je n'aurais pas posé la question. C'est écrit sans BPA. Sincèrement, sans BPA, c'est sexy. Moi, je vois sans BPA, vous l'avez vu, vous vous dites, ça y est. Moi, j'ai la bonne solution, sans BPA, c'est bien. C'est sûr que c'est plus sympa d'écrire sans BPA qu'avec BPS. Vous comprenez? Parce que les bisphénols, c'est une famille. Ils sont une trentaine. Ils sont à peu près tous aussi méchants les uns que les autres, mais bon. Celui qu'on connaît bien, c'est le BPA. Aujourd'hui, c'est la substance chimique la plus étudiée au monde. On sait que c'est méchant. On sait les impacts. Sauf qu'on continue, l'industrie continue à nous dire « Non, mais vraiment, on n'est pas sûr. Regardez, il y a une étude là, payée par l'industrie sur un mec avec un conflit d'intérêt, qui dit que c'est pas évident. » Ok, donc BPA, ça y est, c'est mort. Alors c'est mort, vous croyez que c'est mort. En France, on vend plus de biberons avec BPA, etc. En Europe, le BPA a été réglementé seulement pour les produits à l'intention des enfants de moins de 3 ans. Mais pour les plus de 3 ans, il n'y a pas d'interdiction en Europe, hein. On oublie, hein. En France, c'est un peu différent. En BPA, la France a été un peu... on a été plutôt en pointe, on a été bon sur ce coup-là. Mais sur d'autres trucs, moins. Et le bisphénol S, qui est un cousin, il n'y a pas encore autant d'études que sur le BPA. Il va falloir du temps, hein, parce que vu ce qu'il y a d'études sur le BPA, autant vous dire que ça va prendre un peu de temps. Et bien en fait, voilà ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle les substitutions regrettables, vous avez compris avec cette histoire de biberon. Et tant qu'on n'est pas obligé de nous dire précisément ce qu'il y a dedans, tant qu'on n'est pas obligé de mettre une petite ligne, cette petite goutte de pétrole super mignonne avec son petit sourire est en fait remplie d'additifs toxiques, par exemple, et ben on continue à convaincre l'opinion, les gens qui ne viennent pas dans cette salle et qui ne savent pas. Et puis parce qu'il faut prendre le temps, il faut avoir le temps de cerveau disponible, la volonté de comprendre, ce qui n'est pas toujours évident en fait. Et je regarde mon temps, 7 minutes, donc je ne vais pas rester très longtemps. Donc voilà ce que je voulais vous dire, parce que j'ai un petit temps, donc je voudrais pas. Moi, je suis prête à répondre à toutes vos questions. Mais voilà au moins déjà ce que je voulais vous dire. Il y a plein de stratégies qui sont mises en place et qui sont surtout qui s'appuient sur un peu notre paresse peut-être ou notre croyance en l'homme en fait. Hein. On se dit bah non quand même ils vont pas faire ça, ils vont pas mettre ça sur le marché si c'est dangereux. La réponse est si. Voilà juste un petit aperçu. Merci Dorothée pour cette introduction. Et vous parliez de stratégie. Et justement, je me tourne vers Philippine, puisque vous les avez étudiées, ces stratégies des entreprises, pour mieux les comprendre. Et vous avez notamment publié l'été dernier, je crois, un rapport qui liste les 5 stratégies utilisées par les entreprises pour nous vendre toujours plus de plastique. Est-ce que vous pouvez un peu le présenter ? Alors bien sûr, c'est en effet, donc, comme on a pu le voir lors de la table ronde, la première table ronde ce matin, les impacts du plastique, la diversité des impacts du plastique, la gravité et la dimension irréversible de cette pollution est connue et documentée. Et comme le disait Dorothée il y a 2 minutes, ça n'empêche pas, même si l'on croit fortement dans le choix juste des hommes, ça n'empêche pas en fait certaines stratégies de se déployer qui vont à l'encontre de cet intérêt commun. Et en effet, j'ai donc ce rapport, donc on l'a sorti en juillet dernier, et il avait 3 objectifs.
il avait un objectif d'information, c'est-à-dire informer les entreprises de notre message, de nos demandes. C'est très important de les mettre à l'écrit, de les expliciter. C'était aussi une sorte de compte-rendu de notes de terrain, si je puis dire, qui se basait sur les nombreux rendez-vous que j'ai eu l'occasion de faire ces dernières années avec des entreprises et aussi des encore plus nombreux rapports, communiqués de presse, divers et variés, sites internet que j'ai pu lire, produits par les entreprises elles-mêmes pour expliquer leur démarche et leur stratégie s'agissant du plastique. Ce sont des mines d'informations très intéressantes. Et en fait, il n'y a pas vraiment à aller chercher très loin pour s'intéresser à ces sujets-là. Vraiment, lire avec un regard critique les communications des entreprises suffit largement à comprendre le problème. Et enfin, le dernier, c'était bien sûr d'exposer ces narratifs, ces stratégies, pour éventuellement, peut-être on l'espère, équiper le citoyen curieux et intéressé, et avec un certain objectif de débunk peut-être certains de ces narratifs profondément dommageables. D'autant plus dommageables que justement, selon nous, ils permettent très efficacement de retarder l'action juste. L'action juste qui est bien sûr la déplastification, la réduction du plastique. Donc on a identifié 5 stratégies. Bon, on aurait pu faire ça un peu différemment, mais voilà, en tout cas on s'est contenté de ces 5-là qui sont déjà pas trop mal. La première, il s'agit en fait pour les entreprises de reporter le poids de l'action sur d'autres acteurs. Et quand on dit d'autres acteurs, je pense en particulier à 2 acteurs qui sont les boucs émissaires de cette crise, qui sont les consommateurs. Donc le consommateur, évidemment la pollution plastique advient parce que le consommateur trie mal ses déchets. Et le deuxième narratif et le deuxième fautif dans cette affaire, c'est peut-être aussi un peu les municipalités qui organisent mal finalement la gestion des déchets, leur fin de vie, et c'est notamment le cas dans les pays du Sud. Voilà, donc adossé à ces narratifs qui expliquent combien l'entreprise est affreusement dépendante de la performance de ces acteurs-là pour que tout marche, eh bien, il y a des plans d'action qui visent à soutenir ces acteurs-là en bon mécène pour qu'ils puissent mener à bien leur mission de bien trier et de bien recycler. Donc pour ça, on peut regarder un exemple qui est celui de Nestlé, qui a une stratégie économie circulaire en 5 piliers, et avec notamment 2 piliers consacrés à ces acteurs. Donc Nestlé s'adresse à ses consommateurs par le développement de programmes éducatifs, de clean walks en très grand nombre. Et puis pour les municipalités, l'entreprise a fait des partenariats avec des villes pour développer, pour les soutenir, ça c'est leur mot, dans le déploiement, l'investissement dans des infrastructures de recyclage ou de collecte. Là aussi, il y a un bon nombre d'exemples. Et le problème, c'est que c'est une vision qui est très, très peu conforme au réel. Donc prenons le consommateur. Alors bien sûr, le geste dommageable du consommateur existe, néanmoins il est quand même très très loin d'expliquer à lui seul l'ensemble de la pollution plastique. On peut citer au hasard les décharges à ciel ouvert avec des plastiques qui s'envolent, les pollutions de granulés plastiques industriels qui ont été évoquées ce matin. Là encore, étant donné que c'est la brique initiale de l'industrie plastique produite par la pétrochimie, et quand elle s'échappe dans la nature sur son trajet vers l'usine, malheureusement le consommateur n'y est pas pour grand chose. On peut penser également bien sûr au vent au chat, juste la vie dans une ville qui peut expliquer aussi un certain nombre des échappées de plastique. Donc c'est un peu facile de tenir le consommateur responsable de tout ça. Et puis les municipalités, il faut savoir quand même qu'on assiste à une explosion monumentale de l'utilisation de plastique ces dernières années. En tout cas, le plastique mis sur le marché a explosé. Et donc, naturellement, ça impacte les villes, en fait, les villes qui sont chargées de gérer ces plastiques et qui avec des coûts bien sûr restreints, doivent faire avec des ruisseaux, des flux de plastique qui n'en finissent pas. Avec bien sûr des coûts. Et bien, dans cette bataille de coûts, les entreprises sortent largement gagnantes parce qu'évidemment, tout ça est susceptible de ne pas du tout couvrir les frais de cette pollution. Les frais de quoi il s'agit. Alors, bien sûr, il s'agit de la gestion des déchets, mais pas que. Il y a aussi, bien sûr, le nettoyage des rues. On pourrait même inclure le nettoyage de tous les espaces naturels qui sont pollués par ces plastiques, qui pourraient être utiles de récupérer, qu'on ne récupérera évidemment jamais. Mais aussi la baisse d'attractivité d'une ville qui est densément polluée. Et bien sûr, tous les impacts un peu plus sournois sur la santé, les droits humains, qui là aussi vont générer des coûts pour les collectivités. Voilà, donc on estime en fait que finalement, ça peut ressembler à une forme de transfert de la responsabilité d'agir, mais également des coûts.
Voilà, la deuxième stratégie qu'on a voulu mettre en place, mettre en avant, c'est le fait d'investir dans la mauvaise direction. Donc là, j'ai eu l'occasion d'observer un certain nombre. J'aime beaucoup regarder les stratégies recherche et développement et les investissements des entreprises. C'est un petit plaisir parce que finalement, ça dit énormément. Ça dit énormément de là où va l'entreprise, où est-ce qu'elle pose ses yeux pour le futur et comment elle dessine aujourd'hui sa stratégie de demain. Et là, c'est vraiment très intéressant de voir comment sont captés, comment en fait le recyclage et le bioplastique captent une immense majorité des flux de R&D et d'investissement des entreprises. Et c'est vraiment très regrettable. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les pilotes de réemploi, de vrac, etc., ou des pilotes pour les vraies solutions, sont un peu les parents pauvres, vite abandonnés, jamais déployés. Et voilà, bon, c'est un constat très, très frustrant, mais finalement, on observe combien ces entreprises, en fait, et c'est un véritable problème, parce que comme ces stratégies R&D dessinent le futur de l'entreprise, plus une entreprise va mettre de l'argent dans le recyclage, dans des infrastructures, etc., et finalement, plus on peut observer une sorte d'effet verrou technologique. C'est-à-dire parce que l'entreprise, elle investit, mais en fait, plus elle investit, plus c'est difficile de changer d'option technologique. Voilà, donc là encore, ça nous enferme, certes l'entreprise, mais nous tous aussi, dans ce verrou technologique. Et c'est de plus en plus, c'est plus coûteux d'en sortir. La troisième stratégie qu'on a pu observer, c'est le fait d'émouvoir les consommateurs. Alors malheureusement, une noble cause, ça fait vendre. Et on a pu observer une multiplication des communications qui mettent en avant des produits qui nettoient l'océan, qui sauvent l'océan. Donc je pense notamment à Adidas avec sa ligne de Prime Blue. Je pense aussi à IKKS avec sa collection Free the Sea. Et bon, ces initiatives me génèrent un très grand malaise pour moi, parce qu'évidemment, vendre des t-shirts ou des baskets ne nettoiera jamais l'océan. Il faut faire le deuil de cette idée-là. On peut imaginer que le consommateur puisse se sentir légèrement floué par cette promesse, cette grande promesse qui accouche d'une souris finalement. Et on peut aussi se demander aussi si c'est pas terriblement contre-productif, dans la mesure où vendre un produit qui nettoie l'océan est susceptible d'éliminer les scrupules liés à la surconsommation. Et bien sûr, qui dit consommation dit augmentation des impacts liés à la production et la fin de vie et bien sûr de la durée de vie, si c'est un t-shirt, on en parlait tout à l'heure, des microfibres du textile. Mais voilà, tout ceci en fait peut générer une sorte d'effet rebond. Je pense nettoyer l'océan, et la réalité, c'est surtout que j'augmente encore plus l'impact sur l'océan, ce qui est vraiment bien dommage. La quatrième stratégie, je l'ai appelée de la poudre de perlimpinpin. Et là-dessus, je me suis penchée sur les KPI environnementaux, donc les Key Performance Indicators, qui sont en fait les outils de monitoring de la performance environnementale des entreprises. Et bien sûr, ils ont développé toute une batterie de KPI sur la question du plastique. Et en fait, pour moi, ces KPI environnementaux sont le filtre Instagram des entreprises, dans la mesure où, grâce à un très beau KPI, peut rendre une entreprise plus belle, plus attirante aux yeux de ses consommateurs, aux yeux de ses investisseurs et aux yeux des pouvoirs publics. Ce qui peut être évidemment un sacré atout quand il s'agit de négocier une loi, par exemple. Voilà, donc en fait, comment s'opère cette magie ? Eh bien sûr, il y a des petites ficelles derrière un objectif et un indicateur. Eh bien, en fait, tout repose sur la méthodologie, les choix méthodologiques que fait l'entreprise. Donc, au hasard, on peut citer, par exemple, si je décide, moi, entreprise, de faire un indicateur tout en restreignant le périmètre de comptage, c'est très pratique. Je peux aussi utiliser des termes ambigus qui vont me permettre, enfin, en jouant sur les définitions, de créer quelque chose, en tout cas, qui peut avoir l'air d'utiliser un mot qui a l'air très large, alors qu'en fait, c'est très restreint. Je peux aussi choisir des sources d'infos qui m'arrangent. Voilà, c'est 3 exemples. Voilà. Et je voulais vous donner un exemple un peu précis avec le cas d'Unilever. Unilever s'est engagé récemment, enfin pas récemment d'ailleurs, mais il y a quelques années, à atteindre 100% d'emballages réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025. Alors, c'est très séducteur comme ça, c'est très beau. On se dit, d'ici 2025, ce sera réglé du coup. Non. Malheureusement. Donc, qu'est-ce que c'est que la réalité derrière ça ? Eh bien, vous serez peut-être très étonnés d'apprendre que sur cet objectif de 100% de réutilisable, recyclable ou compostable, on a donc 53% des emballages d'Unilever qui sont recyclables et
l'incroyable performance de 0% qui sont réutilisables. Quelle surprise. Et donc, toute la force de cet objectif repose finalement sur cette accumulation qui peut générer une grande imagination auprès du lecteur qui finalement croit ce qu'il veut. Et puis cet usage du « ou » qui donne en fait une occasion à Unilever de privilégier discrètement le recyclage tout en communiquant massivement sur ses objectifs de réutilisation. Voilà, et donc la réalité derrière, bien sûr, Unilever a été identifié parmi les 10 principales entreprises contributrices de la pollution plastique par le mouvement Break Free from Plastic. Voilà, donc malheureusement, ça ne change pas grand-chose. Donc. Et puis la dernière, je vais l'évoquer très très rapidement, puisque Dorothée en a déjà parlé tout à l'heure. Nous l'avons appelée agir en coulisses. C'est donc toutes les stratégies de façonnage d'une réglementation avantageuse pour les entreprises. Voilà, donc comme ça a été évoqué, je m'arrête là. Mais voilà, nous, notre objectif en identifiant ces stratégies, c'est justement de montrer comment elles sont un frein à l'action juste et d'adosser ceci à des demandes claires, en fait, que les entreprises se déplastifient, c'est-à-dire qu'elles planifient et mettent en œuvre des objectifs de réduction drastique de tout leur plastique, et ce, tout au long de leur chaîne de valeur. Voilà, je vous remercie. Merci Philippine. Alors, on a vu le rôle majeur de l'entreprise, mais il y a également la question des décideurs publics. On va en parler avec vous, Pierre-Ange, qui venait de Corse, de l'association Mare Vivo. Alors, peut-être que certains ou certains d'entre vous ne connaissent pas encore cette association Mare Vivo. Donc, on va vous passer un petit film de présentation avant de vous donner la parole, Pierre-Ange. Je note l'effort pour la prononciation, c'est très bien. On vous passe les images, vous connaissez déjà le film. Nous aussi, on le connaît bien. Cette pollution plastique, ça fait 7 ans qu'on l'étudie, qu'on la scrute, qu'on la digère, pour alerter, témoigner, éduquer. Et pour être honnête, ce qui nous inquiète, c'est qu'au lieu de l'endiguer, on continue à l'alimenter en s'y prenant à l'envers. Ça nous coûte beaucoup d'argent et de temps. Car au fil des jours, cette pollution se miniaturise, s'infiltre dans nos vies et dans nos veines, tandis que nos chances pour la contenir, elles, s'amenuisent. Beaucoup de choses sont faites, mais on pense encore se débarrasser de cette pollution comme on passerait un coup de serpillière. Effacer quelques traces est loin d'être suffisant. Il faut agir à la source. Traquer et combler les fuites. La bonne nouvelle, c'est qu'en décortiquant le problème, on s'aperçoit que chaque maillon de la chaîne a sa solution. Et ces solutions, elles existent déjà, toutes. Ce qu'il manque, c'est un plan d'action adapté pour les déployer sur le territoire. C'est là qu'entre en scène le programme RIBAR, initié par Mare Vivo et le Parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate, soutenu par l'ADEME et plusieurs partenaires. À travers ce programme, nous serons aux côtés de tous ceux qui ont un rôle à jouer. Élus, entreprises, citoyens, nous lançons un appel solennel à fournir un effort collectif pour lutter puissamment et efficacement contre la pollution plastique. Partout, les lignes bougent. La lutte contre ce fléau est devenue une priorité dans le monde. 175 États sont arrivés à un consensus historique. Adopter un traité international ambitieux, juridiquement contraignant, contre la pollution plastique. La collectivité de Corse s'est inscrite dans cette vision en votant l'ambition de se doter d'un plan de lutte contre la pollution plastique à l'échelle de l'île et d'être un exemple pour la Méditerranée. Prenons l'effort à fournir au sérieux et ne gâchons pas cette belle promesse faite à tous les enfants de Méditerranée. Il n'y aura pas de retour en arrière. Aidez-nous à préserver notre Méditerranée de la pollution plastique. Bien. Donc,
Donc, Pierre-Ange, vous venez de Corse. Hein. Alors, côté Pile, c'est l'île de beauté, ses plages, ses montagnes et cette biodiversité extraordinaire. Côté Fas, c'est aussi une île qui croule sous les déchets, qui a des gros problèmes de gestion de ces déchets, et notamment de ces déchets plastiques, qui est une vraie question politique largement débattue en Corse. Et votre association donc, qui lutte contre la pollution plastique en Corse, vos interlocuteurs sont, plutôt que les entreprises, sont ici davantage les décideurs publics, la collectivité, l'État, les maires des communes. Et est-ce que vous êtes confrontés à des freins pour opérer ce changement en faveur de la déplastification? Mais je trouve que ça fait bien le lien avec la présentation de Philippine parce que, et celle de Dorothée aussi, parce que nous, on est une petite association, une petite structure, donc on n'a pas les moyens. Donc tout ce que cite Philippine, c'est à la fois très inquiétant, le fait qu'il y ait des entreprises, des grosses multinationales qui ont le pouvoir vraiment d'influer sur les trajectoires de consommation, de production de plastique. C'est très inquiétant, mais aussi, moi, quelque part, presque ça me rassure qu'il y ait des acteurs qui savent décrypter cela et qui du coup enclenchent des choses et font une sorte de bras de fer avec ces acteurs-là qui sont armés vraiment avec des gros moyens, des gros lobbies et compagnie. Nous, on se situe à une toute petite échelle, qui est l'échelle de notre île. Et donc, entre guillemets, à quoi on est en prise, c'est vraiment l'engagement des collectivités. C'est-à-dire, quels sont les acteurs qui peuvent avoir les moyens les plus efficaces pour lutter contre un fléau qui nous tombe dessus, parce qu'il faut savoir qu'en Corse, on est un territoire très peu industrialisé. Donc, on génère certains déchets plastiques, et il y a une gestion qui laisse à désirer, je vais développer un petit peu, mais on reçoit aussi énormément de déchets qui viennent des courants, du courant liguro-provençal et d'autres courants. Et donc, on a vraiment, vous avez vu quelques images, mais c'est loin de refléter la réalité, c'est vraiment un carnage. Chez nous, la pollution, on a des plages qui sont littéralement très très loin des cartes postales. C'est des plages qui sont remplacées par des microparticules de plastique. Je vous assure que quand on voit ça, qu'on fait des expériences, qu'on creuse sur 50 cm de profondeur, sur 1 mètre carré, et que plus on descend, plus il y a du plastique, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sable, c'est vraiment très très perturbant. Donc on a démarré, nous, il y a 7 ans, avec des actions très consensuelles. On faisait du nettoyage de plage, on faisait le gentil citoyen qui se mobilise, etc., qui se retrousse les manches et qui, du coup, est plein de bonne volonté. Et on s'est rendu compte que, mais en fait, c'est pas nous qui serons les plus efficaces pour avoir un petit impact quand même contre cette pollution. Donc on a remonté comme ça la pelote de laine. Et on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas d'acteurs en Corse qui n'étaient pas mobilisés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une représentation erronée de ce qu'est vraiment la pollution plastique sur notre île. Et parmi ces acteurs, donc il y a certaines entreprises, c'est vrai. Donc on a le projet de travailler avec elles, notamment les entreprises qui sont très fortement dépendantes au plastique usagénique, tout ce qui est filière, tout ce qui est en lien avec le tourisme, l'hôtellerie, les paillotes, les restaurants qui utilisent plein de plastique usagénique. Donc tout ça, effectivement, c'est un problème. Mais il y a aussi les collectivités. Les collectivités, on a vu là sur les images, on peut aller nettoyer la plage tous les dimanches si on veut, mais si toute la semaine il y a des bacs poubelles qui sont au milieu de la route avec les déchets et les emballages qui s'envolent, ça ne sert à rien. On se rend compte qu'on est dupé presque en tant que citoyen, en tant qu'association. Donc, mais je mets quand même ça en perspective avec ce que tu disais sur le fait que certes les collectivités sont des acteurs incontournables, mais effectivement il y a ce truc là aussi de ne pas vouloir rentrer aussi dans ce jeu où on leur met toute la charge, toute la responsabilité. Il faut être conscient aussi qu'il y a effectivement en amont encore les grosses multinationales, les producteurs d'emballage. Mais nous voilà, on essaie vraiment de se situer sur comment avec bienveillance, mobiliser les acteurs des collectivités, donc les communautés de communes, les agents techniques, etc., et d'autres acteurs qui travaillent en bonne intelligence avec ces collectivités pour avoir des mesures de gestion, de prévention surtout, qui soient efficaces. Et en fait, nous, notre constat est de faire de ce travail-là, d'aller vraiment à la rencontre de ces acteurs de collectivités. Ça nous a permis d'avoir une prise de conscience. On s'est rendu compte que vraiment, ce sont des interlocuteurs qui avaient une représentation vraiment erronée de la pollution plastique. C'est-à-dire que ce qui est dit dans le petit film, c'est que pour eux,
il y a des citoyens, des associations, des entreprises, des technologies qui vont apporter une solution, soit avec des bras qui vont nettoyer la plage, soit avec des technologies qui vont dépolluer les océans, etc. Donc, entre guillemets, c'est réglé. Ils n'ont pas besoin de s'en occuper parce que d'autres vont le faire à leur place. Donc, quand on est élu parfois, en tout cas chez nous, ça peut être... voilà, ne rien faire, ça peut être aussi une bonne idée. Du coup, on se rend compte que la base, en fait, c'était d'arriver à apporter de corriger la représentation de la pollution plastique par ces acteurs-là, en leur montrant que finalement, déjà, il y a les informations que tout le monde connaît, 80%, enfin, c'est des ordres de grandeur, mais 80% des déchets qui viennent de la Terre, et il y a 1% seulement des plastiques qui flottent à la surface. Donc si on déploie des bateaux, on peut déployer une armada de bateaux dépollueurs, on aura réglé 1%, et encore, ce que suggérait Philippine, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a des impacts aussi, c'est de la pêche aux déchets, et qui dit pêche, dit aussi pêche accessoire, donc il y a tout un tas d'impacts qui sont associés. Donc on leur dit, mais vous agissez sur 1%, agissez plutôt sur 80%, ce qu'on arrive, nous, enfin ce qu'on voit nous sur le littoral, ce qui est dans les rivières, etc., les décharges sauvages, l'envol des déchets, et c'est des solutions qui peuvent être mises en place, qui existent déjà, et qui sont très peu coûteuses. Et plus en fait on va en amont de cette pollution plastique, moins les solutions sont coûteuses, plus elles sont efficaces, et plus elles sont durables. Voilà. Et plus l'argent va vraiment à la collectivité et pas à des intérêts privés, etc. Donc c'est ça qu'on essaie de faire, c'est arriver vraiment, le cœur vraiment de notre travail, c'est à créer une dynamique assez forte pour engager des élus qui n'ont pas envie de s'engager en profondeur sur le sujet. C'est-à-dire que signer un chèque pour un bateau dépollueur, faire de la com parce qu'on a fait une action de dépollution avec une association, ça oui, mais enclencher des choses durables, etc., c'est beaucoup plus complexe. Et il faut qu'on le fasse sur toute la région, donc toutes les communes de Corse, les intercos, donc c'est colossal. Donc c'est pour ça que notre stratégie, c'est plutôt d'aller titiller des acteurs qui ont ces compétences-là, normalement, de travailler avec les collectivités. Donc voilà, on essaie en fait de tirer les bons leviers, plutôt que nous, petite association, on aille partout, faire tout le travail, etc. C'est pas du tout viable. C'est vraiment d'arriver à avoir une cohérence en termes de fonctionnement. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Merci Pierre-Ange. Non, bon. Voilà. On va rester en Méditerranée. Et je vais me tourner vers Bruno Dumontet, donc fondateur et directeur de l'association Expédition Med. Peut-être vous pourrez aussi rappeler brièvement ce que c'est et ce que vous faites dans cette association. Mais ce que je retiens, c'est que aussi on va peut-être casser une idée reçue selon laquelle finalement le plastique auquel on est confronté en Méditerranée viendrait principalement des pays de la rive sud qui ne savent pas gérer leurs déchets, qui jettent et qui consomment des quantités monstrueuses de plastique. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux par rapport à nous? Vous nous le confirmerez ou non. Et peut-être aussi parce que vous avez une action de sensibilisation à travers je crois une exposition qui tourne actuellement dans plusieurs villes algériennes sur la question du plastique. Et peut-être parmi ces freins au changement, est-ce qu'il y a aussi des freins culturels et quelles sont les différences que vous constatez sur la question du plastique entre les pays de la rive nord de la Méditerranée et ceux de la rive sud? Merci pour cette invitation. Alors, effectivement, je vais d'abord vous présenter l'association Expédition Med afin que vous ayez une vision un petit peu globale de nos activités et j'aborderai ensuite justement cette approche par rapport aux pays de la rive sud. Donc, Expédition Med, c'est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années, à l'époque où la pollution plastique était encore considérée comme une pollution visuelle, tout simplement parce qu'il y avait des déchets sur les plages et pour le touriste, c'était pas sympa et c'en était là. Donc, nous avons abordé, nous, cette problématique, principalement en Méditerranée, déjà parce qu'on considérait et on considère toujours que la Méditerranée est un véritable laboratoire. Effectivement, la présence de débris plastiques, aussi bien macro que micro, on en retrouve sur la planète entière, dans tous les océans, c'est bien connu. Mais en Méditerranée, c'est intéressant parce que c'est une mer semi-fermée
qu'elle a la particularité de se renouveler qu'en 90 ans à peu près. Et donc l'intérêt aussi, c'est que, eh bien, on a la connaissance de toutes les sources majeures d'arrivée des déchets qui proviennent principalement, les voies de transfert sont les bassins versants. Quand on regarde un petit peu l'ensemble des bassins versants autour de la Méditerranée et tous les pays, on voit que les bassins versants sont considérables en termes de superficie, notamment un des bassins versants les plus conséquents au monde, celui du bassin versant du Nil. Et donc, si on veut avoir une approche objective sur l'arrivée des déchets, effectivement, les voies de transfert principales viennent des bassins versants. Il ne faut pas oublier également, alors c'est quoi un bassin versant? Rapidement, hein, c'est tout ce qui arrive par le phénomène des ruissellements, aussi bien des montages, la fonte des neiges, les déchets qui ont été perdus, abandonnés et qui, dans l'environnement, sur le bassin versant, et qui, au bout d'un moment, avec le phénomène de ruissellement, se retrouvent arrivés à la mer par les fleuves et les rivières. Mais également, il ne faut pas oublier, et on a souvent l'habitude d'oublier cette voie de transfert, ça a été abordé tout à l'heure, mais la voie atmosphérique. C'est-à-dire les courants atmosphériques sont également des voies de transfert de l'arrivée des débris plastiques, principalement les microplastiques, les fibres provenant de nos vêtements, hein, qui en majeure partie sont fabriqués en plastique, hein, polyester, polyamide et autres nylons, et qui, par les phénomènes d'usure et d'usage, eh bien, se quittent nos vêtements, partent dans l'atmosphère et peuvent parcourir eh bien, des milliers de kilomètres. Et après, je cite souvent comme exemple le phénomène des nuages de sable, hein, qui arrivent vers nous. Vous voyez que le vent a la capacité de avoir des portées assez conséquentes. Et donc, eh bien, c'est le même phénomène qui se passe avec les fibres, voire également avec les particules d'usure. On sait qu'on vit dans le plastique, on travaille dans le plastique, tous nos objets sont en plastique, la plupart, et donc il y a un phénomène d'usure naturelle qui font que des particules s'échappent naturellement par l'usure et vont également être transportées par les voies atmosphériques, et notamment, ça a été évoqué tout à l'heure, par les particules provenant de l'usure de nos pneus, qui, la majeure partie, sont également des pneus synthétiques. Donc tout ça fait que ce sont des milliers de tonnes qui parcourent eh bien, l'ensemble de la planète par ces voies atmosphériques, et c'est pour ça qu'on retrouve également des particules de plastique dans les pôles, aussi bien au pôle Nord, pôle Sud, mais sur l'ensemble de la planète, et qui retombent sur les terres, mais également dans les mers. Et également, il y a une pollution qu'on parle très peu, parce qu'on s'est focalisé, et c'est bien, évidemment, sur la pollution des mers et des océans, mais ne pas oublier qu'en fin de compte, la pollution des terres est également impactée par cette pollution plastique. Et les études commencent juste à démarrer, mais il faut savoir que c'est une pollution qui est assez considérable en termes de pollution des terres agricoles également, mais aussi des forêts et autres sites qui peuvent être concernés par justement les retombées atmosphériques de cette pollution plastique. Donc pour en revenir à la Méditerranée, l'association qui a été une quinzaine d'années, on a été parmi les premiers à mettre en mer ce qu'on appelle le fameux filet Manta, hein, qui est l'outil qui est utilisé par tous les scientifiques maintenant sur l'ensemble de la planète pour faire des prélèvements, pour faire un diagnostic sur cette pollution, parce que nous, ça a été quoi notre approche? C'est de dire, si on veut informer, alerter, sensibiliser les décideurs sur cette présence de débris plastiques, eh bien, il faut apporter des preuves. Et pour avoir des preuves, il faut des preuves scientifiques. Donc, il fallait faire et être audible, il faut faire des prélèvements, produire des données, pour ensuite que ceci remonte, et on l'a vu notamment à des politiques, comme ça a été le cas avec la sénatrice tout à l'heure et le sénateur Bollot, avec ce fameux rapport très intéressant qui a été réalisé, c'est-à-dire apporter des données fiables sur cette présence de débris plastiques et sur les impacts. Donc ça a été notre travail qu'on mène tous les ans avec des campagnes qu'on réalise en Méditerranée, et j'y viendrai tout à l'heure, et également sur cette approche par rapport à la pollution par les pays de la rive sud. Il faut savoir que les déchets, malheureusement, ne connaissent pas de frontières. On le voit par rapport aux voies de transfert atmosphérique, mais aussi par rapport aux bassins versants qui sont transfrontaliers, et donc par rapport aux mers, évidemment, et notamment en mer Méditerranée. Donc on le sait, en Méditerranée, il n'y a pas de zone de concentration comme on les connaît dans les continents
les différentes mers du monde, c'est-à-dire le Pacifique Nord avec ce fameux 7e continent, hein, considéré comme celui qui est le plus conséquent. Mais il y a le gire aussi du Pacifique Sud, le gire de l'Atlantique Nord, Atlantique Sud et l'océan Indien. Et on considère, en fin de compte, maintenant que la Méditerranée est considérée comme le 6e gire, le 6e continent, parce que considéré comme la mer la plus polluée au monde. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, depuis qu'on a commencé à consommer ce plastique, dans les années 50, et on l'a vu, la courbe exponentielle de fabrication, de consommation, il fait que, eh bien, comme on n'a pas suffisamment traité la fin de vie de nos objets en plastique, de notre consommation, on les retrouve, et notamment en mer Méditerranée, qui est un exemple important et intéressant comme laboratoire à étudier, eh bien, tous les plastiques qui se retrouvent dans la mer, eh bien, la majorité coule au fond de la mer, évidemment, et vous avez tous ces débris plastiques qu'on appelle les microplastiques, ça a été expliqué tout à l'heure, eh bien, qui circulent en surface. C'est les courants de surface qui font la distribution de ces débris plastiques sur l'ensemble des deux bassins. Le bassin oriental, le bassin occidental sur lequel on a le plus travaillé. Et là, en essayant d'étudier ces phénomènes, en fin de compte, on s'aperçoit que, eh bien, souvent, ce qu'on dit, c'est que les déchets, eh bien, provenant de la rive sud par le phénomène des courants principaux, notamment le courant algérien, le courant liguro-provençal, qui font le tour, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, de ce bassin, eh bien, les déchets de la rive sud remontent et peuvent se retrouver aussi bien en Corse, comme on l'a vu par le courant liguro-provençal, quand il y a des coups de vent vers l'est qui les ramènent sur les plages de Corse, mais également qu'on peut retrouver sur, eh bien, autour de Marseille, autour de Nice et après le golfe du Lion et vers l'Espagne. Donc on le voit, et les bassins, les déchets provenant, parce qu'il y a encore malheureusement beaucoup de déchets qui proviennent des pays de la rive nord, même si des initiatives se mettent en place pour réduire les déchets, on le voit en termes de phénomènes d'abandon, de perte par les bassins versants, et je le rappelle parce que je pense que c'est toujours important, par les voies atmosphériques, eh bien les déchets de la rive nord circulent et se retrouvent également au niveau des pays de la rive sud. Donc on le voit, on est tous concernés. C'est une pollution sans frontières sur laquelle, si on veut l'aborder d'une manière claire et pragmatique, il ne faut pas s'empêcher d'aller voir ce qui se passe avec les pays de la rive sud et de voir de quelle manière on peut collaborer, travailler. Et c'est pour ça que nous avons une approche pédagogique, scientifique, également avec les pays de la rive sud pour trouver des solutions. Une approche également solidaire, et on y viendra par rapport aux freins qu'on a pu constater justement pour aborder ce problème de la plastification des pays de la rive sud. Donc ça, c'est notre première approche qu'on mène en Méditerranée par rapport à nos études de prélèvement. Ça a été évoqué, et je vais revenir quand même rapidement parce que c'est important, tout à l'heure par la sénatrice, sur ce phénomène justement de colonisation des débris plastiques qu'on peut retrouver en Méditerranée, parce que c'est un phénomène évidemment économique, mais c'est un phénomène sanitaire. Parce que justement la colonisation de ces débris plastiques, qui porte un terme générique qu'on appelle la plastisphère. C'est quoi la plastisphère? C'est ce nouvel écosystème, en fin de compte, de tous ces débris plastiques qui circulent sur l'ensemble de la planète, des milliards, qui parcourent des milliers de kilomètres. La sénatrice a employé tout à l'heure la métaphore d'arche de Noé. Et effectivement, une arche de Noé, et moi j'utilise souvent aussi la métaphore de covoiturage qui est plus récente, mais justement, plein d'organismes colonisent ces débris. Ça peut être des bactéries, des virus, des champignons, des organismes. Et la problématique des espèces invasives, évidemment, est là. Mais au-delà des espèces invasives qui font un dégât considérable, évidemment, on comprend pourquoi, c'est le phénomène sanitaire, puisque par rapport à ces organismes qu'on peut retrouver sur ces débris plastiques, que ce soit des champignons qui peuvent être pathogènes, mais aussi des bactéries, des virus, on a retrouvé notamment dans le cadre d'études sur cette plastisphère en Atlantique, des bactéries provenant du genre Vibrio, dans lequel on retrouve justement la bactérie du choléra. Eh bien, on peut se poser des questions, notamment aussi provoquées par des virus ou des bactéries, des maladies gastro-intestinales qui perturbent certains élevages de poissons.
et voir qu'ils peuvent être pathogènes, éventuellement pathogènes pour l'homme. Donc pour nous, c'est important de travailler sur cette problématique de la plastisphère. On a travaillé récemment avec des chercheurs américains, ils sont Linda et Eric Zettler, qui sont les inventeurs du terme de la plastisphère, et justement pour faire un inventaire, essayer de faire un programme de surveillance par rapport à cette présence de ces organismes qui peuvent provoquer à plus ou moins long terme un impact considérable au niveau sanitaire, notamment en Méditerranée, qui est une mer semi-fermée. Et imaginez, si on retrouve des bactéries, des virus, voire des champignons qui peuvent être éventuellement pathogènes pour l'être humain sur des débris plastiques, sur des plages, vous imaginez, fermeture des plages, l'impact sur le secteur économique, je ne dis pas environnemental qui est toujours au-dessus de tout, mais l'impact économique et sanitaire. Et pour la pêche, on court vraiment à une catastrophe écologique, bombe à retardement, une véritable bombe à retardement écologique. Donc je voulais quand même alerter un petit peu à ce niveau-là, parce qu'on est face à une situation qui est vraiment dramatique par rapport à cette pollution plastique. Alors au-delà de nos activités de campagne, de recherche, et de surveillance par rapport à la production de données, on l'a dit, on a pour nous un autre outil qu'on utilise, c'est informer, sensibiliser, parce que effectivement, on a souvent une connaissance partielle de cette pollution plastique, et pour pouvoir proposer un outil pédagogique, scientifique qui aborde la problématique de la pollution plastique d'une manière globale, générale, eh bien, nous avons réalisé et créé une exposition qui s'appelle Océans et mers pacifiées et qui va à la rencontre des populations, qui est itinérante et qui circule sur l'ensemble du territoire pour aller rencontrer les populations, informer, éduquer, sensibiliser sur c'est quoi la pollution plastique et justement aborder tous ces enjeux de la pollution, souvent qui sont abordés, et c'est très bien, par les médias et autres pour informer, mais souvent par qu'un angle spécifique, mais qui n'a pas une vision globale. Donc ça, c'est la deuxième action, le deuxième point sur lequel nous sommes actifs. Et un troisième point rapidement, on a parlé tout à l'heure de think tank avec quelqu'un qui... Voilà, c'est ça. Donc nous travaillons également avec un think tank administratif qui s'appelle le CFO, le Comité France-Océan, qui a été créé en 2018 à l'initiative du Secrétariat général de la mer, et sur laquelle nous proposons chaque année, alors au cabinet du Premier ministre, des recommandations sur certaines grandes filières pour proposer des solutions. Et notamment par rapport, par exemple, à la filière, ça a été abordé tout à l'heure, la filière des géosynthétiques, justement, qui sont utilisés largement dans le monde agricole, mais aussi dans le monde paysager ou dans l'aménagement des infrastructures. Et là, il y a un véritable souci, parce que souvent, pour le paysagiste, on a trouvé la solution, on fait du paillage en plastique sur les sols pour permettre d'éviter de désherber, de conserver l'humidité. Malheureusement, ces paillages restent la plupart du temps au sol. Souvent, c'est du paillage en plastique tissé, et qu'au bout d'un certain temps, tout ça se dégrade, et ça part aussi bien dans les terres que dans l'environnement. Donc là, on voit qu'il y a un énorme travail, justement, pour trouver des solutions par rapport à ces grandes filières. Et donc souvent, on utilise dans la boîte à outils de l'économie circulaire, un outil qui est intéressant, qui n'est pas un outil miracle, mais malgré tout qui a le mérite d'exister, qui sont les REP, les responsabilités élargies des producteurs, pour impliquer toutes ces filières, aussi bien à l'origine de la fabrication du produit, pour mettre en place des réflexions d'éco-conception pour terminer à la fin de vie du produit. Voilà, j'en termine parce que j'ai vu qu'on m'a alerté que j'avais plus qu'une minute. Je vous remercie pour votre intérêt. Merci Bruno. Merci Bruno. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que ça fait des années qu'on me dit qu'il faut acheter du plastique recyclable et que des produits recyclés. Donc je me tourne vers Dorothée, mais le recyclage, on nous a souvent dit que ça allait régler le problème, que ce n'était plus un problème le plastique, puisqu'il y avait une industrie du recyclage. Alors oui, merci de cette question, merci de l'avoir posée. Je crois qu'elle était dans la salle aussi tout à l'heure. Bon, j'ai aussi pas mal travaillé sur le recyclage, c'est un bon outil pour les pétrochimistes pour faire vendre plus de plastique. Donc là, je vais essayer de me répondre assez rapidement. Je vais juste vous raconter, en fait, moi c'est le truc qui m'a le plus marqué quand j'ai fait cette enquête, c'est comment les pétrochimistes se sont saisis du recyclage, en fait, pour en faire un outil.
En fait, dans les années 80 aux États-Unis, parce que nous, on a l'impression depuis 5 ans, 2 ans, 5 ans, on parle beaucoup de plastique, de pollution plastique, on a le traité, enfin, qui part à toute vitesse. Bon, voilà, donc c'est super. Enfin, dès les années 80, aux États-Unis, les villes sont entourées de déchets plastiques. Le fast-food, c'est sympa, hein, McDo et les autres. Il n'y a pas d'action dans l'un ou l'autre. Et autour des villes, en fait, américaines, on a des monticules de déchets plastiques qui s'accumulent, des plastiques à usage unique, que ce soit les couches, que ce soit tout ce qui est plastique d'emballage, que ce soit les fast-foods, etc. Et donc, il y a des manifestations extrêmement nombreuses de personnes qui vont dans les villes dire non au plastique, etc. C'est vraiment des choses qui ont eu lieu, que nous, on n'imagine même pas, mais les mouvements pionniers de l'écologie, c'est bien aux États-Unis. Donc dans les années 80, il y a ça. Et, excusez-moi, mais ça commence à pas sentir très bon pour l'industrie, qui commence à se dire... Je sais pas, on sent que le plastique, là, ils aiment pas, il va falloir qu'on trouve un truc pour le rendre plus vert. Bon. Et là, ils se sont dit, mais depuis les années 70, du côté de San Francisco et autres, on fait du recyclage. C'est vrai qu'on récupérait depuis les années 70, comme il y a eu du recyclage des métaux il y a bien longtemps, du papier, etc. Et donc, dans les années 70, on commençait à récupérer des plastiques pour les couper en petits morceaux, et essayer de les refondre, ce qu'on a vu un petit peu pour le Vietnam, ce que nous expliquait un petit peu tout à l'heure Michaela. Donc voilà. Et on va récupérer ça, cette idée. Et puis, on va... parce que les gens, ils vont avoir l'impression qu'ils font un bon geste. C'est exactement ce que tu expliquais, Sébastien. Et donc, en fait, on va promouvoir le recyclage. C'est-à-dire qu'il y a des documents aujourd'hui. Il y en a un documentaire qui est sorti il y a 2-3 ans qui s'appelle Plastic Wars, donc les guerres du plastique, et qui montre les anciens industriels de ces associations du plastique liées à la pétrochimie qui ont réfléchi à ça et qui se sont dit, bon, OK, on va promouvoir le recyclage et comme ça, les gens ils vont acheter plus de plastique. Ils vous le disent face caméra. Aujourd'hui, ils reconnaissent que c'est une stratégie. Ils reconnaissent qu'en interne, ils ont fait des études qui disent qu'à long terme, enfin que sur une large échelle, ce n'est pas viable. Voilà, ça ne marchera pas. Mais ce n'est pas le problème, vous l'avez compris. Hein. Donc du coup, ils ont lancé ça dans les années 89-90. Et puis ils se sont dit, alors comment est-ce qu'on va faire pour que les gens... Alors pour vous donner une idée, entre 1990 et 2020, aux États-Unis, recyclage du plastique à l'époque... 5%. Aujourd'hui, des centaines de millions de dollars investis dans la promotion du recyclage, etc. On est à entre 5 et 7%. Okay, donc vous avez compris qu'on a compris que ça ne marchait pas, mais ça marche dans l'idée. Et puis surtout, on a fait... Alors, j'ai pas mis de petites... J'aurais peut-être dû vous mettre une slide là-dessus. Surtout ces sigles recyclage. J'imagine que vous-même, vous regardez parfois, vous retournez la bouteille, le truc. Alors, il y a quoi comme sigle? Il y en a beaucoup. J'aime beaucoup celui qui est penser au tri. Ça veut dire quoi, d'après vous? Penser au tri. Ça n'a aucun autre sens. Hein. Donc ce truc-là ne veut pas dire que c'est recyclable. Et alors la grosse manip de l'industrie dans les années 89-90 aux États-Unis, ils se sont dit, on va faire un petit truc, il faut qu'on trouve un petit truc qui va leur mettre en confiance. Okay, et dans les années 70 aux États-Unis, il y a un concours de design, bref, et il y a un étudiant qui crée le petit sigle du recyclage de l'économie circulaire, vous savez, les 3 flèches vertes. Voilà, donc ça, c'est le vrai sigle, un étudiant, 23 ans, aucun intérêt financier. OK, ils font ça. Et en 1989, aux États-Unis, ils se disent « Oh, c'est pas mal ça, ce sigle !» Alors, on va faire le même, 1 flèche, 2 flèches, 3 flèches, plus fines, puis on va mettre un petit numéro dedans. Le numéro de 1 à 7. Est-ce que certains d'entre vous, jusqu'à cette conférence, parce que d'un coup, ça va s'effondrer, est-ce que certains d'entre vous pensent que ça veut dire recyclable? Vraiment, c'est intéressant. Qui le pense encore? Oui, mais je pense que vous êtes plus que tout seul, hein, vraiment, sincèrement. Donc, bon, voilà. Et bien, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est le code d'identification de la résine, donc du plastique utilisé. 1 égale PET, les fameuses bouteilles en PET. 2 égale PEHD, polyéthylène haute densité, c'est les flacons de shampoing, de détergents sous les trucs, etc. 3, 4, 5, 6, 7. 7, vous êtes sûr que c'est tout ce qu'on ne sait pas mettre de 1 à 6. Donc 7, on est sûr que ce n'est pas recyclable. Si vous avez un doute, le 7, on oublie. Vaguement, en France, recyclable, 1, les fameuses bouteilles, pas à vie, 2-3 fois, hein, c'est tout. 2, et les autres, non, le 5, c'est le PVC, on oublie, le polystyrène, ok. J'ai pas le temps de vous expliquer le recyclage du polystyrène par Total, c'est en cours aujourd'hui, mais là, j'ai pas trop le temps d'étendre. Et donc, en fait, ils ont conçu ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur tous les emballages, vous devez avoir ça, qui ne veut pas du tout dire que c'est recyclable, mais qui fait penser à plein de gens que c'est recyclable, tout comme le point vert, 2 flèches vertes l'une dans l'autre, dans un rond,
Ça veut dire... on a l'impression que ça veut dire que c'est recyclable. Sincèrement, moi, je le crois quand je le vois. Eh ben non, ça veut juste dire que les metteurs sur le marché, donc les Danone, Nestlé et autres, quand ils mettent un produit en plastique sur le marché, eh ben ils doivent payer une contribution pour contribuer à sa fin de vie, à son recyclage, à la récolte dans vos poubelles, etc. Donc juste, ils respectent la loi. Ils payent leur contribution et ils mettent un point vert. J'ai payé. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer un petit peu que le recyclage, il y a des choses qui marchent. Une fois qu'on est dans sa poubelle jaune avec son emballage, on ne fait pas exprès de le jeter à côté, on le met dedans. Mais l'idée, elle revient bien sûr à l'amont, c'est de jamais avoir ce fameux emballage dans la main. C'est compliqué d'arriver jusqu'au bout du bout, mais au moins maximum, c'est-à-dire quand on est en train de faire ses courses, c'est là qu'on agit en fait, et c'est en amont. Voilà. Merci Dorothée, mais je me tourne vers Philippine parce que le législateur français, en 2017, a adopté une loi pionnière, la loi sur le devoir de vigilance, qui oblige les très très grandes entreprises de plus de 5000 salariés à identifier les risques d'atteinte grave à l'environnement, à la santé, aux droits humains, on y est sur le plastique, on l'a vu, et à les atténuer et à quasiment à prendre les actions adaptées pour pouvoir les prévenir et les atténuer. Donc vous avez étudié les plans de vigilance des grandes entreprises. Alors, comment est-ce qu'elles atténuent la question du risque plastique? Est-ce qu'elles en traitent? Est-ce qu'elles l'identifient? Et quid de l'application de cette loi? Oui, alors en effet, on observe une multiplication des réglementations aujourd'hui qui invitent les entreprises à créer des rapports, des informations, des données et à présenter des plans de réduction des risques que leurs activités génèrent sur l'environnement et la santé. Et ces actualités, ces nouveautés sont vraiment excessivement importantes pour mettre les entreprises en marche dans la déplastification. D'autant plus que justement, le plastique, il est susceptible de faire partie des sujets clés de l'entreprise, surtout pour les entreprises qui en utilisent beaucoup. Je pense aux acteurs de l'agroalimentaire, bien sûr, mais aussi de la grande distribution, mais pas que. Et voilà, ce qui pourrait les obliger à aborder ces thématiques-là dans leur plan de vigilance. Et nous, on est justement en attente de la part de ces entreprises qu'elles s'expriment sur la question de la déplastification, de la manière dont elles pourraient, dont elles prévoient de réduire leur utilisation du plastique pour effectivement réduire l'ensemble des risques liés au plastique, les risques que le plastique fait porter sur l'environnement, la santé et les droits humains. Parce qu'on considère bien sûr que la déplastification est la seule manière de vraiment faire cet effet qui se coule, d'abattre 3 quilles en même temps et de résoudre le problème. Il s'avère qu'en septembre 2022, on a mis en demeure 9 entreprises de la grande distribution et de l'agroalimentaire, des entreprises françaises soumises à la loi sur le devoir de vigilance, et on les a mis en demeure de réduire leur utilisation de plastique au nom de la loi sur le devoir de vigilance et de se déplastifier. Alors pourquoi ? Parce qu'on avait bien sûr consulté leur plan de vigilance, donc certaines n'en avaient pas publiés, et d'autres présentaient des plans très lacunaires sur la question du plastique, des plans qui l'abordaient très rapidement, qui satisfaisaient de quelques objectifs de recyclage et qui finalement n'allaient pas au fond du problème et de la diversité des impacts et des risques liés au plastique. Donc en fait là on a pu constater que ces entreprises, il y avait une sorte d'occasion manquée, si je puis dire, dans le sens où la loi sur le devoir de vigilance offrait cette opportunité de réflexion aux entreprises et de planification de leur réduction de plastique et de leur réduction des risques. C'était une opportunité qui avait été manquée. Donc cette mise en demeure finalement était aussi un moyen d'alerter avec un grand formalisme, avec une grande gravité ces entreprises sur le fait que leur plan de vigilance n'était pas au niveau, clairement. Et en fait, en septembre 2023, on s'est quand même interrogé sur, un an plus tard, que sont-ils devenus ? Et on a fait un rapport qui a analysé les nouveaux plans de vigilance de ces 9 entreprises pour voir s'il y avait eu du progrès. Alors fort heureusement, on a constaté quelques progrès, ce qui nous a fait quand même très plaisir, ce qui nous a un peu soulagés. On a quand même eu l'impression que notre action avait eu un effet, peut-être d'ouvrir les yeux. Mais néanmoins,
on constate malgré tout que les plans ne sont toujours pas au niveau. C'est-à-dire que notre demande principale est quand même la mise en place d'une trajectoire de déplastification et aucune de ces entreprises n'était en capacité de présenter quelque chose voilà, des objectifs liés à la déplastification. Voilà, donc en fait, on voit des analyses maladroites, des risques environnement, santé, droits humains qui sont liés au plastique, donc toujours des risques économie circulaire. Ça ne veut rien dire, malheureusement. Pas d'état des lieux. Donc cet état des lieux que nous, on demande, c'est un bilan plastique complet, c'est-à-dire un comptage en bonne et due forme ou une estimation de tous les plastiques utilisés par l'entreprise, et ce, dans toute sa chaîne de valeur. Et enfin, pas de trajectoire de déplastification, c'est-à-dire pas d'objectif concret, daté et chiffré, qui engagerait l'entreprise à se déplastifier. Et en fait, en même temps, je ne veux pas rester sur cette note très pessimiste et négative parce qu'on a vraiment observé certains prémices, d'une sorte d'un changement de paradigme que je trouve assez intéressant. Parce qu'évidemment, on peut imaginer que c'est quelque chose de très, très déprimant, mais je trouve, en tout cas, je trouve qu'il y a de l'espoir à participer à ce changement de narratif. Et on peut en commencer à en observer certains petits infléchissements. Déjà, le contentieux qui nous oppose à Danone a généré un grand intérêt du monde économique pour la question de la déplastification, alors qu'auparavant les regards étaient plutôt braqués sur le recyclage. On a observé une multiplication des demandes d'échange de la part d'entreprises curieuses de mieux comprendre notre positionnement, ce à quoi on répondait avec plaisir. On a été invité à des conférences pour parler de la déplastification et on a également observé un intérêt croissant des acteurs financiers pour la question. C'est ce qui est aussi un élément intéressant. Et ensuite, à la suite de nos mises en demeure, on a établi un dialogue progressif avec certaines des entreprises qu'on avait mises en demeure, avec plus ou moins de succès, hein, évidemment, mais aussi avec l'impression que ce mythe du 100% recyclage, il était sérieusement bousculé et qu'émergeait finalement la nécessité de raconter de nouvelles histoires qui étaient davantage centrées sur la réduction. Voilà, donc ensuite, bien sûr, il faut que ce soit suivi d'action, mais néanmoins, je trouve que c'est malgré tout un signe encourageant et sur lesquels on peut espérer peut-être qu'il y ait certains changements. Et voilà, et à la fin, finalement, la question de l'effectivité de la loi sur le devoir de vigilance, en fait, elle est un peu dans les mains du juge et dans le contrôle de la bonne application de cette loi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le contrôle de l'application de cette loi, elle repose essentiellement sur le travail de vigie des ONG. Et c'est vrai que j'aspire personnellement à ce que ce travail de vigie soit partagé, mais aussi que le juge soit aussi en capacité de comprendre finement ces sujets-là pour pouvoir se rendre des jugements qui soient ajustés à la gravité de cette crise. Merci. Et Bruno, vers l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, est-ce que vous constatez aussi ce petit changement de paradigme que les entreprises, les pouvoirs publics, les citoyens de ces pays-là, comment est-ce qu'ils réagissent à cette question de la pollution plastique ? Alors effectivement, il est important d'aborder par la focale régionale. Hein. Nous, notre vision de la pollution plastique en Méditerranée est une vision régionale. Parce qu'on l'a vu dans les pays de la rive nord, au niveau européen, on met en place des initiatives pour réduire notre production de déchets. On est bien loin du compte, on le voit aujourd'hui, il y a encore énormément de travail à faire. Malgré tout, il y a une prise de conscience qui est là, des initiatives qui se mettent en place. Par contre, pour la Méditerranée, on l'a vu qu'il y a une mer semi-fermée qui est confrontée à l'ensemble des pays riverains. Si on n'aborde pas cette problématique en allant à la rencontre des pays de la rive sud, pour voir comment les associer à ces réflexions, à ces initiatives, ça ne servira pas à grand-chose. On l'a vu, les déchets circulent sur l'ensemble des deux bassins, et donc les déchets rive nord, rive sud, rive nord. Donc si on veut trouver des solutions pérennes pour la Méditerranée, parce qu'il faut le rappeler, la mer Méditerranée, mais même les océans ont des capacités de résilience qui sont relativement importantes par rapport à ces pollutions, aussi bien chimiques que plastiques. Cette capacité de résilience, elle a des limites. Et donc on arrivera à un moment où cette limite, elle sera malheureusement dépassée. Et il sera trop tard. Donc il faut vraiment
qu'on aborde, qu'on aille à la rencontre des pays de la rive sud et voir de quelle manière on peut trouver des solutions avec eux. Alors effectivement, et là je parle d'expérience, nous ça fait partie de notre vision, de notre approche, c'est dire eh bien, comment on peut trouver des solutions avec les pays de la rive sud. Alors à notre petit niveau, hein, nous sommes une petite association, malgré tout déjà en faisant un constat, parce que c'est notre ADN, un petit peu dans le cadre de notre fonctionnement, c'est de produire de la donnée scientifique hein, pour pouvoir informer d'une manière crédible eh bien, les décideurs. On s'est aperçu que malheureusement, dans les pays de la rive sud, hein, sur le littoral, il y a des trous dans la raquette, effectivement, et toute la zone autour des pays de la rive sud, eh bien, nous avons un manque criant de données scientifiques pour l'état des lieux, la présence. Et si on veut alerter les autorités, et là je ne parle pas de nous, mais les scientifiques des pays de la rive sud peuvent, comme on l'a fait nous dans les pays de la rive nord, alerter eh bien, leurs décideurs, eh bien, il faut aussi qu'ils puissent s'appuyer sur des données fiables, des données scientifiques. Et donc si on n'a pas ces données, pour eux ça va être compliqué. Donc on le voit déjà, on a un problème de production de données. Pourquoi de production de données? C'est compliqué parce que déjà, il y a des manques de moyens, il y a des manques d'intérêt par rapport à la recherche de ces pays de la rive sud et qu'eux, eh bien, ils ont d'autres priorités. Ils se sont attachés à régler d'autres problèmes et ce problème de la pollution plastique eh bien, arrive un peu en retard. Le fait que c'est devenu un vrai sujet de société planétaire par rapport à la pollution plastique, il y a une prise de conscience qui commence à arriver et des chercheurs qui s'intéressent à ça. Par contre, ils ont des manques de moyens et manques de connaissances et d'expérience sur la mise en place de protocoles. Et nous, pour les aider à mettre en place des initiatives, on s'est dit eh bien, de quelle manière on peut les associer. Et donc, on a lancé un programme de formation au regard de l'expérience qu'on a pu avoir dans les milliers de prélèvements qu'on a pu faire avec les outils sur les protocoles et aussi pour favoriser une harmonisation des protocoles afin que les données qui sont produites par les scientifiques de la rive sud puissent être comparables, exploitables. Donc là, c'est la première démarche. Et donc, on a été confronté, malheureusement, effectivement, c'est compliqué avec les pays de la rive sud, notamment d'arriver avec un bateau étranger, notamment français, pour même avec des partenariats qu'on a pu passer avec des agences nationales, par exemple, pour ne pas les citer, l'Agence nationale des déchets algérienne, des partenariats, signer des conventions tripartites avec des fondations, d'associations et tout ça. Malheureusement, à l'arrivée, quand on avait prévu d'embarquer des scientifiques sur place pour les aider avec notre matériel, notre bateau, pour le faire un programme de formation, de prélèvement. On a été confronté à la barrière administrative, la barrière politique. Et c'est quoi cette barrière? En fin de compte, c'est que, eh bien, quand les politiques, il faut savoir que ces pays, la majeure partie de ces pays fonctionnent sur un autre mode. Nous, on a des fonctionnements démocratiques. Et dans ces pays, le fonctionnement démocratique, il a des limites. Et donc, tout se décide au niveau politique, notamment sur, par exemple, eh bien, le fait de produire des données sur la présence de débris plastiques, notamment en Algérie. Eh bien, c'est devenu un vrai sujet politique parce qu'on a eu des réponses par rapport, notamment au ministère des Affaires étrangères, en nous disant, juste avant qu'on arrive, stop, on ne veut pas que vous veniez chez nous parce qu'on n'a pas envie qu'on dise ensuite c'est la Méditerranée, c'est l'Algérie qui pollue la Méditerranée. Donc on est encore sur des ressorts d'approche, de vision qui sont politiquement et au niveau administratif qui sont encore assez loin des standards européens donc, dans cette approche. Donc on est face à des freins politiques et administratifs qui sont considérables. Donc pour nous, pour déjouer, et on a eu le même problème en Tunisie, où on le voit, le pouvoir politique a changé. Malgré tout, il est en train de se durcir. On les voit au niveau des autorisations de prélèvement qui, même avec des scientifiques locaux, eh bien, n'ont pas pu avoir les autorisations de prélèvement pour faire des analyses. On le voit, on est confronté à une situation politique qui a une vision globale. Et la problématique plastique, même s'ils en prennent conscience, ils ont peur que ça devienne un sujet de société, voire national et international, sur laquelle ils ont peur de dire, eh bien, comme aucune initiative se met en place dans ces pays, et moi je le vois pour avoir été plusieurs fois en Algérie, eh bien, ils sont confrontés effectivement, manque de structures pour gérer les déchets, les décharges sauvages. Les populations sont concernées, mais il y a un manque d'éducation, un manque d'information, un manque de sensibilisation. Et également, eh bien, on est confronté aux décharges sauvages.
parce que effectivement, le phénomène des décharges sauvages qui sont aussi bien en Algérie, parce qu'il n'y a aucune loi, ce sont les wilayas qui sont en charge de gérer les pollutions comme nous dans les départements, et c'est les collectivités qui sont en charge de gérer les pollutions. Un manque de moyens, un manque de possibilités et surtout de l'envie. Et donc on est confronté à ce problème. Donc la population, elle est concernée. Toutes les associations que j'ai pu rencontrer sont extrêmement moteur, extrêmement sensibilisé, extrêmement volontaire pour mettre en place. Les scientifiques aussi sont volontaires pour produire des données, mais il y a vraiment les freins sont les freins administratifs et politiques qu'il faut dépasser. Donc nous, la stratégie qu'on a mis en place, notamment pour un programme cette année, c'est de déplacer, entre guillemets, le problème de ces freins, c'est-à-dire on a monté un programme de formation pour ces scientifiques, mais qui va se passer en Italie, à notre base à Fiumicino, où là, ce vont être des scientifiques de ces pays de la rive sud, c'est-à-dire du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, voire de la Libye, parce qu'on a un programme avec une alliance des pays de la rive sud, pour que ces scientifiques viennent sur notre bateau en Italie, où ils vont avoir un programme de formation, où on va aussi, c'est dans le cadre d'un programme solidaire, leur fournir le matériel pour les fournir. Donc je fais appel aux généreux donateurs. Nous sommes en train de rechercher des financements pour pouvoir fournir le matériel, notamment le filet Manta, à ces délégations de scientifiques de chaque pays, pour qu'ils puissent ensuite retourner dans leur pays. Et là, je pense qu'ils devraient obtenir les autorisations avec des bateaux locaux pour faire des campagnes et produire de la donnée scientifique. Donc c'est la démarche qu'on aborde au niveau d'un programme de formation pour les scientifiques et également un programme d'initiative pour mettre en place. Il a parlé tout à l'heure, Sébastien, d'exposition. Effectivement, on a été confronté, pareil, avec un partenariat qu'on avait pu monter avec l'Agence nationale des déchets en Algérie pour leur fournir gratuitement une exposition pour qu'ils puissent la faire circuler dans le pays, dans les différentes wilayas, pour informer, sensibiliser les populations sur les enjeux de la pollution plastique, qui avait été traduite en arabe et tout, et qu'au dernier moment, cette exposition n'a pas pu arriver, justement par rapport à ces problèmes administratifs et politiques. Donc on a eu la chance, par rapport aux instituts français et à la fondation Probium en Algérie, ils ont pu fabriquer, en fin de compte, la version française et qui va circuler dans l'ensemble des instituts français en Algérie pour pouvoir aller informer, sensibiliser les populations, parce que si on veut que les populations s'approprient la problématique, puissent mettre en place des gestes au quotidien pour prendre conscience, limiter le geste d'abandon des déchets et tout ça, il faut qu'ils aient une bonne connaissance, comme chez nous, c'est pareil, les gens fonctionnent de la même façon. Si on veut les inciter à réduire le geste d'abandon, il faut qu'ils aient une bonne connaissance des enjeux, des impacts de cette pollution. Donc voilà globalement la problématique actuelle par rapport à l'approche avec les pays de la rive sud. Merci Bruno pour ces explications. Alors, je me tourne vers Pierre-Ange en 2 mots pour laisser un peu de temps aux questions du public. Votre spécificité, c'est d'être une association de jeunes Corses. Finalement, quel est le ressenti et quel rôle peut jouer cette génération qui arrive et qui hérite finalement de cette plastique? J'ai combien de temps? En 2 minutes. En 2 minutes. Déjà, petit constat, c'est-à-dire que moi j'ai grandi en Corse, j'ai une trentaine d'années, donc j'ai vu vraiment l'évolution de cette pollution plastique. Et c'est une pollution qui aujourd'hui est le résultat d'une fragmentation qui a démarré il y a 10, 15, 20 ans. Donc en fait, la pollution qu'on est en train de générer ne se voit pas et elle va être pour les générations futures. Donc la moindre des choses qu'on peut faire déjà envers cette jeunesse, c'est de donner les armes, les outils pour comprendre, pour avoir un diagnostic efficace de ce qui va leur tomber dessus dans les prochaines années et essayer de se bercer le moins possible d'illusions. Donc c'est ça, nous, qu'on essaie de faire, c'est avoir à la fois un endroit avec cette association où des jeunes peuvent se retrouver, peuvent échanger et se soutenir aussi, parce que je vous assure, quand on fait des actions et qu'on voit le carnage, c'est très dur psychologiquement aussi. Donc cette jeunesse-là, elle est très très dynamique. Maintenant, il faut aller plus sur vraiment du concret, des actions qui vont être efficaces. Et c'est là où, à mon avis, c'est important de dire les choses. Voilà. Merci à tous les 4. Alors, je me tourne vers le public, parce que vous aurez certainement des questions à nos intervenants. Nelly. Voilà.
J'ai une question. Parmi les narratifs que vous avez déconstruits, c'était génial. J'aurais aussi envie, et je pense qu'on aurait tous besoin d'entendre le narratif des bioplastiques, qui a aussi besoin d'être déconstruit, puisqu'on est là pour se dire les choses. Et après, au-delà de la question, j'avais un tout petit point de vigilance par rapport à ce que Bruno vient de dire sur les rives sud. Je ne nie absolument pas la constatation de terrain. En revanche, sur les freins au changement, c'est aussi une stratégie des lobbies que de faire porter la responsabilité sur les pays, notamment d'Asie du Sud-Est ou des rives sud. Et du coup, j'avais envie de citer le travail du WWF qui avait sorti ce chiffre de dire de 92% du siège social des 20 premiers producteurs de plastique se situe bien dans les pays de l'OCDE. Donc nous nous enrichissons en exportant les plastiques à usage unique dans les autres pays. Voilà, j'avais juste envie de le préciser. Merci. Et puis précisons aussi que l'Afrique, je crois, ne consomme que 3 à 4% du plastique mondial. Je laisse la parole à Dorothée sur les bioplastiques. Je reconnais Nelly qui voulait absolument parler des bioplastiques. Merci Nelly. Alors, on va faire rapidement parce que là on a très peu de temps. Déjà les bioplastiques ça englobe beaucoup de choses puisqu'on a les plastiques biosourcés. En gros il y a 2 familles de bioplastiques. Les plastiques biosourcés à partir d'amidon de maïs, de canne à sucre, etc. Donc c'est pas des fossiles. Et puis, qu'on parle de bioplastiques, c'est ceux qui vont être biodégradables. Alors, c'était assez intéressant tout à l'heure. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris l'histoire des plastiques les oxoplastiques ou plastiques oxofragmentables. C'est des plastiques, effectivement, qui sont la promesse et qui se dégradent, ils se fragmentent automatiquement parce qu'on a mis un additif dedans dans les sols. Effectivement, on ne les voit plus, mais ils sont présents dans le sol. Effectivement, ils vont polluer les sols. Donc c'est pas ça... Certains peuvent dire que les oxodégradables sont des bioplastiques, ce qui n'est donc pas le cas. Donc en fait aujourd'hui, déjà très compliqué. Sur les bioplastiques, on va vous vendre souvent que... Alors, il y a des bioplastiques, il faut vraiment savoir ce que c'est. Il y a bioplastique, biodégradable, biosourcé, seulement biodégradable ou les deux. Voilà. Donc déjà, il faut savoir de quoi on parle. Ensuite, biodégradable, c'est toujours très compliqué. Souvent, quand on vous dit que des plastiques sont compostables, vous pouvez le mettre au compost. Mettez-le dans votre compost. Regardez-le 2 ans plus tard. Ok, d'accord. En fait, ils sont compostables dans des conditions de compost industriel à plus de 70 degrés. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, ils ne sont pas compostables. La plupart, hein, sincèrement. Et donc, en fait, ensuite, les gens se disent « Ah bah oui, mais c'est les plastiques qui ne sont pas faits à partir du pétrole, donc c'est mieux ». Moi, je vous donne juste quelque chose qui m'a marqué dans mon enquête, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par des scientifiques allemands notamment, qui ont étudié tous ces plastiques, notamment des emballages, et notamment sur les pots de yaourt. Et sur les pots de yaourt, ils ont tout étudié et ils ont vu concrètement que dans les plastiques qui étaient les plus toxiques dans leurs emballages, c'était des pots de yaourt en bioplastique, en l'occurrence en PLA, donc acide polylactique, à partir d'amidon de maïs notamment, tout simplement parce que finalement le pétrole, c'est costaud. Donc en fait, quand vous prenez un bioplastique à partir de végétaux, par exemple, il va falloir le rendre encore plus costaud. Donc on va mettre un petit peu plus d'additifs, ou des additifs un petit peu plus méchants. Et donc au final, par rapport à des plastiques conventionnels, ils vont peut-être être plus toxiques parfois. Donc c'est pas parce que vous voyez bioplastique qu'il faut foncer dessus. Il y a tellement de questions à se poser que moi, souvent, je le mets de côté, en fait, en me disant, c'est pas la peine quand je réfléchis à ça. Ça fait partie de ce que j'appelle les FBI, les fausses bonnes idées. Oui, donc, oui, ça fonctionne. Voilà, alors d'abord, je salue Bruno Dumonté, parce que c'était une des premières personnes que nous avions auditionnées quand on a fait le travail sur le rapport pollution plastique, une bombe à retardement. Et justement, sur ce que tu as évoqué sur les géotextiles, j'attire vraiment votre attention sur ce nouveau sujet émergent, les biotextiles. Et j'ai vu, parce que hier j'ai visité le théâtre, l'amphithéâtre, etc., quelle n'a pas été ma stupéfaction de voir au théâtre, ici à Arles, et qui émergeait comme ça, des géotextiles qui sont placés là dans le sol. Alors, savoir que les géotextiles, c'est du textile, c'est du plastique, hein, qu'on les utilise maintenant de plus en plus. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps parce que j'ai été invitée par Laurent Collas de l'association que je vous conseille, SOS Mal de Seine. On était allé voir pour les GPI sur les bords de Seine et il nous a montré partout l'installation de ces géotextiles qui sont faits pour tenir les terrains, pour qu'il n'y ait pas d'herbe, etc., mais qui sont présents partout, qui se désagrègent et qui donnent des microplastiques qui vont dans les fleuves, qui vont dans les sols, etc. Donc, gros point de vigilance, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Moi-même, j'étais tellement étonnée qu'on puisse faire ça, mettre du plastique comme ça pour tenir les sols ou pour je ne sais quoi. Donc, premier plan de vigilance. Et je rebondis sur ce qu'a dit Dorothée tout à l'heure au sujet du BPA. Donc, effectivement,
le fait qu'on n'ait pas une culture scientifique suffisamment poussée dans la population et chez tout le monde, eh bien, on ne voit pas que quand on interdit le BPA, mais qu'on autorise le BPS, par exemple, eh bien, c'est la même famille chimique. Et certes, il faut faire après les études, montrer que, etc. Mais n'empêche qu'on le sait dès le départ. Puisque quand on est chimiste, on sait que ça opère de la même façon et qu'on devrait, dans la réglementation REACH, justement, faire ça par famille chimique. Donc voilà. Et ma question, parce que j'ai quand même une question, c'est sur les entreprises. Est-ce qu'on peut connaître les noms ou pas des entreprises concernées? Alors, les exemples que j'ai donnés dans les différents narratifs, les stratégies que débunker, j'ai essayé de choisir des... Il ne s'agissait pas de pointer une entreprise, c'est-à-dire que j'ai donné quelques exemples, mais que je voulais sélectionner parce qu'il me semblait assez représentatif de certaines tendances. Donc là, par exemple, j'ai parlé de Nestlé sur le premier, sur le report de la responsabilité, mais le soutien d'une entreprise à des programmes d'éducation du consommateur qui fait n'importe quoi ou des subventions à des infrastructures de recyclage est vraiment très largement répandu dans un certain nombre, dans les stratégies économie circulaire de beaucoup d'entreprises. Voilà les exemples de la R&D, par exemple. À ce jour, et vraiment je ne prétends pas à l'exhaustivité, mais parmi les entreprises multinationales très utilisatrices de plastique que j'ai pu observer, sur les questions de R&D, par exemple, j'ai vu aucune entreprise qui mettait le paquet sur le réemploi. J'ai toujours vu en fait une sorte de compétition de sujets avec justement des stratégies de R&D qui privilégiaient très largement des programmes de mise à l'échelle, d'implémentation, de recyclage chimique, etc. Donc voilà, et en fait c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que les exemples ne sont finalement que des exemples représentatifs de certains dysfonctionnements très largement répandus. Voilà. Moi, j'avais une question qui qui continue sur ce sujet des entreprises. Je crois que Surfrider et vous-même, Monsieur Mabille, êtes impliqués dans le procès en cours. Et comme il y a eu des retombées récentes, est-ce que vous pourriez nous en parler ou est-ce que ce sera le cas dans une autre table ronde? Alors, pour être tout à fait franc, nous sommes actuellement dans le cadre d'une médiation judiciaire. Voilà, ce qui suppose que nous respections une stricte confidentialité et que nous n'évoquions pas ce contentieux en particulier. Voilà, donc il faudra attendre la fin de la médiation pour pouvoir en parler. On va essayer de faire quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire de faire un colloque en respectant les horaires. Voilà. Une dernière question, très courte, oui. Et puis Béatrice. Oui, Béatrice Parence, je suis juriste. Je voulais tout d'abord vous remercier parce que c'est tellement utile d'avoir un regard transversal. Je voulais juste venir sur effectivement les familles de substances chimiques. L'Europe, dans le cadre du Green Deal, avait une magnifique ambition de zéro substance chimique 2030. Elle a été abandonnée par le poids des lobbies et la révision de REACH aussi a disparu du calendrier. Donc je pense qu'il faut effectivement ne pas minimiser le poids de ces lobbies, particulièrement dans la chimie. Je voulais rebondir sur les propos de Philippine. Oui, effectivement, le poids de la mise en œuvre de la loi vigilance, comme le poids de la mise en œuvre du droit de l'environnement, repose sur les ONG. Donc merci pour votre travail qui est tellement utile. Et je crois que justement, face à ces lobbies, il n'y a que la mobilisation de la société civile qui nous permettra de rééquilibrer un tout petit peu les forces, mais elles sont tellement déséquilibrées par les millions qu'ils ont pour alimenter la recherche scientifique, les cabinets d'avocats, on les connaît tous. Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça que ce genre de manifestation est aussi tellement utile pour mobiliser la population, faire prendre conscience. Et ce qui est terrible, c'est que ce sont des sujets d'une complexité scientifique très très forte et effectivement sensibiliser la population sur des sujets extrêmement complexes, c'est compliqué, mais c'est pour ça il ne faut pas baisser les bras. Donc merci à tous et merci à Sébastien et Sofiane de ce magnifique colloque. Merci. Alors, merci à tous. Avant la pause, deux annonces. La première, c'est que
entrer dans la voie de déplastification, c'est aussi soutenir les associations qui œuvrent en faveur de cette déplastification. Donc vous pouvez adhérer, donner à Marie-Vivou, à Surfrider Foundation, à Expédition Med et au Mas Baudran. Voilà, les adhésions Mas Baudran sont ouvertes derrière. Bruno, tu voulais dire juste un petit mot? Oui. Oui, alors je voulais vous remercier. Alors je voulais également rappeler, suite à l'intervention de Madame la sénatrice, par rapport aux géosynthétiques, les personnes qui sont intéressées pour ce rapport que nous avons produit l'an dernier, il est téléchargeable sur notre site internet. Donc là, vous aurez beaucoup d'informations par rapport à la problématique des géosynthétiques. Ensuite, moi, j'aurais une suggestion à faire, justement, puisque nous sommes là dans le cadre d'un atelier, d'un débat, par rapport, parce que je crois beaucoup dans le cadre des solutions à l'approche juridique. C'est un outil indispensable par rapport à cette problématique de la pollution. Comment, et là c'est un sujet que je suggère de réflexion, comment faire passer le statut de déchet abandonné dans l'environnement qui est au statut de déchet banal à un statut de déchet dangereux, comme on l'a vu quand il se retrouve dans l'environnement. Comment juridiquement faire passer ce statut de déchet banal à statut de déchet dangereux? Voilà, donc un travail de réflexion que je vous soumets par rapport à ces enjeux de la pollution plastique. Nous en parlerons dans la 4e table ronde, Dorothée. Et juste le dernier petit mot. Donc déjà, s'il y en a qui sont immergés dans l'anxiété après tout ça, c'est normal, ok. Donc sachez que moi, après cette enquête, j'ai dû écrire un bouquin qui s'appelle Les éco-optimistes parce que j'en pouvais plus du plastique. Voilà, il fallait en sortir. On l'a vu, les points évidents, c'est l'action, de passer à l'action. Et tu l'as dit, Pierre-Ange, le soutien. On est ensemble à soutenir. Et donc, c'est le lien. Donc déjà, sachez que d'être là tous ensemble, même si ça va pas, ça va aller beaucoup mieux cet après-midi. Et dernière chose, moi, il y a un truc qui m'a marqué ces derniers jours. Je sais plus qui disait ça. Rappelez-vous, pour ceux qui ont plus que mon âge, voilà, qui ont plus de 25 ans, en tout cas, il y a 25 ans, quand on est dans un café, la fumée, vous vous en souvenez, pour certains, c'était mais impraticable. Hein. Enfin, je pense ceux qui ont moins de 25 ans, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était. Et donc, on rentre dans un café, ça piquait partout, on rentrait chez soi, impossible de cacher qu'on avait été au café parce qu'on puait le tabac, mais c'était affreux. 25 ans plus tard, restaurant, café, c'est interdit. Et ça, c'est un problème culturel. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le plastique, c'est vraiment la merde. Mais finalement, il y a des choses et on est sur un problème culturel. Et si on arrive à le changer, et c'est ce pourquoi on est tous là aujourd'hui, ça peut bouger. Voilà. Voilà. Et donc, on vous donne tous rendez-vous à 14h pile pour penser optimisme, parce que cet après-midi, on évoquera les solutions pour sortir du plastique.